On le sait bien, le syndrome des ovaires polykystiques, ce n'est pas qu'une histoire d'ovaires. L'un des plus gros points d'interrogation en PMA, c'est l'endomètre. Pourquoi est-il si souvent moins réceptif chez ces patientes? Qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur? Eh bien, une nouvelle technologie de recherche commence à lever le voile et nous donne une vision complètement inédite de la muqueuse utérine dans le contexte du SOPK. Alors, au programme, on va d'abord poser le problème clinique. Ensuite, on va découvrir le modèle de recherche innovant qui a permis cette avancée. Puis, on plonge dans les résultats clés. On verra aussi comment l'IMC vient nuancer tout ça et on finira par discuter de ce que ça change concrètement pour notre pratique. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Quand on pense SOPK, on pense tout de suite à l'ovulation. C'est vrai. Mais en fertilité, on sait que l'endomètre, c'est vraiment une pièce maîtresse du puzzle. Et le problème, c'est que cette pièce-là, elle a toujours été très compliquée à étudier de près. Juste pour qu'on ait les idées claires, rappelons l'échelle du problème. Le SOPK, c'est tout simplement le trouble endocrinien le plus fréquent chez les femmes en âge de procréer. On parle environ une femme sur 8, c'est une part très importante de la patientèle que l'on voit en PMA. Le tableau clinique du SOPK est vraiment complexe, on le sait. Bien sûr, il y a l'infertilité anovulatoire, mais on a aussi les troubles métaboliques, l'impact psychologique, bref, un vrai défi à tous les niveaux. Mais le point qui va nous occuper aujourd'hui, c'est cette fameuse dysfonction endométriale. On la soupçonne depuis longtemps de jouer un rôle majeur dans les échecs d'implantation, mais aussi dans les fausses couches et les complications de grossesse. La question, c'est comment on fait pour étudier cet endomètre de manière vraiment fine? Eh bien, c'est justement là que la recherche a fait un bond en avant. On va voir maintenant l'outil que les chercheurs ont mis au point pour contourner les obstacles habituels. Et cet outil, c'est ce qu'on appelle un organoïde. L'idée est assez simple. On crée en labo des sortes de mini-endomètres à partir des cellules mêmes de la patiente. C'est une avancée fondamentale par rapport aux cultures cellulaires classiques en 2D. Pourquoi? Parce que ces structures en 3D miment de façon beaucoup plus fidèle la biologie réelle du tissu. Et concrètement, voilà à quoi ça ressemble. Ce qu'on observe là, ce sont des organoïdes épithéliaux endométriaux. Chaque petite sphère est en fait un modèle vivant de la muqueuse d'une patiente spécifique. C'est un véritable avatar de son endomètre, sur lequel on va pouvoir tester des choses, des hypothèses, des traitements, de façon totalement personnalisée. Et pour les créer, le processus est étonnamment simple. Ça part d'une biopsie d'endomètre, un geste de routine. On isole les cellules épithéliales, on les met dans une sorte de gel nutritif avec des facteurs de croissance et c'est presque magique. En quelques jours à peine, elles s'auto-organisent toutes seules pour former ces structures en 3D. Ok, maintenant, venons-en au cœur du sujet. Qu'est-ce que ces mini-endomètres nous ont révélé de si important sur le SOPK? C'est le moment de plonger dans les résultats. Alors, première chose, et c'est quelque chose qui saute aux yeux, la taille. C'est purement visuel. À gauche, on a les organoïdes de patientes sans SOPK. À droite, ceux des patientes avec SOPK. La différence est flagrante, non? De façon systématique, les organoïdes SOPK sont plus petits. C'est le tout premier indice qu'il y a une différence de base, une différence intrinsèque. Et ce que l'œil voit, les chiffres le confirment. Ce graphique nous montre le diamètre moyen des organoïdes après 8 jours. La différence est nette et surtout, elle est statistiquement significative. Ça veut dire que les organoïdes SOPK ont dès le départ un défaut de croissance. Et ça, c'est avant même toute stimulation hormonale. Deuxième découverte, et elle est majeure, on est allé voir ce qui se passait au niveau génétique. L'analyse a mis en évidence une véritable signature pro-inflammatoire dans les organoïdes SOPK. On a des gènes comme ICAM1 ou OSMR qui sont clairement surexprimés. Concrètement, ça nous dit qu'il y a un état inflammatoire chronique de base au sein même de l'épithélium de l'endomètre. Ce type de graphique, un volcanoplot, est très parlant. Chaque point représente un gène. Et ceux qui nous intéressent, ce sont ceux qui sont tout en haut, à droite. Ça veut dire qu'ils sont à la fois très fortement surexprimés et que c'est statistiquement significatif. Et regardez qui en retrouve là, nos fameux ICAM1 et OSMR. C'est la preuve moléculaire de cet état inflammatoire. Troisième point capital. Comment ces organoïdes réagissent-ils aux hormones? Quand on mime une phase sécrétoire en labo, une différence cruciale apparaît. Les organoïdes SOPK ont beaucoup de mal à exprimer correctement les gènes clés de la réceptivité, comme LIF ou PAE. On tient peut-être là une des explications moléculaires des échecs d'implantation. Mais on va voir que c'est un peu plus complexe que ça. Alors là, attention, on a un résultat un peu contre-intuitif, qui bouscule nos certitudes. L'hyperandrogénie, c'est le pilier du SOPK, on est d'accord. Pourtant, quand on expose directement ces organoïdes à la DHT, il ne se passe quasiment rien. Pourquoi? Eh bien la réponse est là. Les cellules épithéliales de l'endomètre n'ont quasiment pas de récepteurs aux androgènes.
L'effet toxique des androgènes est donc très probablement indirect. Il passe sans doute par d'autres cellules. Et c'est là que l'étude devient encore plus intéressante, parce qu'elle apporte une nuance clinique fondamentale. On sait bien que tous les SOPK ne se valent pas. Alors voyons ce qui se passe quand on sépare les patientes en fonction de leur IMC. Ce tableau résume parfaitement la situation, et c'est là que ça devient super pertinent pour la clinique. La petite taille des organoïdes et la signature inflammatoire, on les retrouve dans les deux groupes. Ça suggère que l'inflammation est un trait de base du SOPK. Par contre, la mauvaise expression des marqueurs de réceptivité, elle, on la voit surtout chez les patientes en surpoids. C'est un lien direct entre métabolisme et endomètre. Et, autre détail fascinant, c'est chez les patientes minces que la réponse à la progestérone semble la plus altérée. Bon, après tout ça, la question c'est, concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Quelles sont les implications réelles pour nous au quotidien et pour la recherche? Faisons le point. Alors si on devait résumer, primo, on a enfin un modèle fiable pour étudier l'endométriose du SOPK. C'est énorme. Secondo, l'inflammation apparaît vraiment comme un mécanisme central et donc une nouvelle cible thérapeutique potentielle. Tertio, on a maintenant des explications moléculaires pour des problèmes cliniques qu'on observe tous les jours. Et enfin, et c'est peut-être le plus excitant, ça ouvre la voie à une vraie médecine de précision. Les auteurs de l'étude le disent eux-mêmes et leur conclusion est très claire. Ce qu'ils ont créé, ce n'est pas juste une nouvelle observation. C'est un outil, une plateforme qui va permettre d'aller beaucoup plus vite dans la compréhension de la maladie et dans la recherche de solutions. Et on va finir sur une projection vers le futur. Est-ce que, demain, on pourra, à partir d'une simple biopsie, obtenir le profil endométrial personnalisé d'une patiente et grâce à ça, choisir le traitement le plus adapté pour elle? Ce n'est plus la science-fiction, cette recherche nous montre que ce futur de la PMA, il est peut-être bien plus proche qu'on ne l'imagine.